Bon, écoutez, bonjour à tous, merci d'être là à la fin de ce congrès. J'espère que pour vous, c'était l'occasion de rencontrer du monde et puis d'entendre le discours de M. Delevoye. Je pense que pendant le discours de Jean-Paul Delevoye, il y a eu un calme dans la salle. Je crois que c'était un bon moment. Je crois on s'est tous posé un certain nombre de questions, mais c'était un bon moment. C'est un bon moment aussi pour nous, essayer de voir la vision qu'on pouvait en avoir pour nos métiers, pour nos professions, et ce qu'en attendent les concitoyens. Et là, en fait, c'est même une vision de société au-delà de tout ça. Alors, moi, je voudrais vous dire un petit peu où est-ce qu'on en est sur la loi Allure, parce que c'est le thème de cette conférence. Vous savez que cette loi a été votée en première lecture le 17 septembre à l'Assemblée nationale et puis le 25 octobre au Sénat, qu'elle est en navette parlementaire et qu'elle va revenir devant l'Assemblée. Elle revient devant la Commission des affaires économiques sous 8 jours. En fait, il y a des amendements qui sont en train d'être déposés par les uns, par les autres. Un certain nombre de parlementaires déposent d'amendements de tous bords. Il y aura donc un travail à la Commission des affaires éco le 17. Elle passera donc en deuxième vote à l'Assemblée le 13 janvier. Avec vraisemblablement un passage au Sénat fin février, tout début mars. En tout cas, c'est ce qui est prévu et souhaité par la ministre, de façon à ce que cette loi soit votée définitivement, sauf à passer en commission paritaire bien sûr, avant la fermeture de l'Assemblée pour les élections municipales. Alors, pour vous parler de cette loi et éventuellement de répondre à des questions sur le marché, m'accompagne Jean-Marc Torolion, qui est président de la région Rhône-Alpes, professionnel à Grenoble et vice-président de la fédération. Jackie Chapelot, qui est président de la région Centre et qui est également le président adjoint de la fédération, vous le connaissez maintenant. Et puis Loïc Quentin, qui est le président de la Loire-Atlantique et qui est professionnel à Nantes. Voilà, on a essayé d'avoir des professionnels représentatifs qui pourraient répondre à toute question sur leur marché, si ça vous intéresse. Dans cette loi Allure, il y a, je le rappelle parce que on est toujours en train de dire « Ah oui, mais vous êtes en guerre, vous êtes contre, vous êtes vent debout ». Non. Clairement, vous savez, nous, on veut se positionner comme des chefs d'entreprise responsables. En tant que nouveau président, je suis parfaitement conscient des reproches qu'on peut faire à la profession. Je m'en suis déjà exprimé avec vous individuellement, vous le savez. Mon devoir, c'est d'apporter des solutions. Mon devoir, c'est d'apporter des solutions parce que, d'abord, moi, je suis consommateur. C'est-à-dire que quand je voyage, quand je m'achète des chaussures, comme vous, je suis consommateur. Et quand je suis consommateur, j'entends en avoir pour mon argent, si vous me permettez une expression populaire. Et je pense qu'on ne peut pas avoir une vision différente que lorsqu'on est commerçant et qu'on propose des services. Donc dans cette loi, il y a déjà toute une liste de mesures qui concernent des choses que la profession, et en tout cas la FNM et l'UNIS réclamaient depuis très longtemps, et qui sont validées dans le premier projet de loi, et sur lequel il n'y aura pas de modification, parce qu'il n'y a pas de contradiction. Je parle de la constitution du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. Je parle de la création de la carte ES. Je parle des cartes professionnelles qui seront distribuées par les chambres de commerce et d'industrie. Je parle de la formation rendue obligatoire en initiale pour non seulement les patrons titulaires de cartes professionnelles, mais aussi les collaborateurs commerciaux, qu'ils soient salariés ou non. Je parle pour les mêmes d'une formation continue obligatoire. Je parle d'une assurance RCP, responsabilité civile professionnelle obligatoire pour les agents commerciaux indépendants. Je parle de l'interdiction qui sera clairement édictée de diriger une succursale d'une agence par un collaborateur non salarié. Voilà déjà un certain nombre de pistes. Mais on a aussi dans ce projet de loi, et dès le départ, réussi à faire reconnaître des choses comme étant indispensables ou justes tout du moins. C'est
le partage d'honoraires pour la rédaction du bail et l'établissement d'état des lieux, qui est quelque chose qui n'existait plus. Et vous savez comme moi que vous avez vu des jurisprudences récentes vendredi dernier sur des honoraires perçus pour l'établissement des lieux, d'état des lieux qui n'est plus possible aujourd'hui depuis la loi de 2006. Et ça, c'est quelque chose qui sera réétabli et qui sera rétabli avec un équilibre entre les parties. Bon. Au-delà de ça, il y a encore des mesures sur lesquelles on attend une avancée. Il y a en particulier des mesures concernant la copropriété. Tout le volet copropriété est un volet qui est extrêmement lourd, extrêmement complexe dans ce projet de loi. Il y a des choses qui vont dans le bon sens, comme la mise en place d'un extranet de copropriété à disposition des copropriétaires. C'est une suggestion, une demande qu'avait fait la FNIM, et la FNIM seule d'ailleurs, je tiens à le dire, peu importe. Donc ça serait validé, mais à côté de ça, il y a des contraintes, des obligations sur l'immatriculation des copropriétés, sur les informations qu'on devrait pouvoir fournir à un copropriétaire ou à tout du moins à son acquéreur. Il y a en tout cas des choses qui sont lourdes. Et puis il y a l'obligation d'un compte séparé qui est déjà de fait en compte comptable, mais qu'on voudrait aussi renforcer avec un compte bancaire. On n'y est pas opposé, on dit simplement faites attention à ce que l'ensemble de ces dispositions, l'ensemble de ces mesures ne participent pas à l'augmentation des charges qui pourraient peser lourdement dans le portefeuille des copropriétaires. Donc c'est pour ça que pour les petites copropriétés qui ont souvent une trésorerie exsangue, on souhaite qu'on puisse déroger à l'obligation de compte séparé pour éviter que finalement on finisse par mettre des copropriétés dans une situation difficile et qu'en plus de ça il y ait des frais de tenue de compte qui grèvent la comptabilité, en tout cas le compte de cette copropriété. Et puis il y a le Conseil national. Sur le Conseil national, nous on souhaite vraiment, parce que ça fait très longtemps qu'on a fait la proposition, on souhaite vraiment que ce Conseil national, à l'instar de ce qui se passe dans la plupart des professions, soit un Conseil national qui soit tenu, dirigé par la profession, par les professionnels, par les syndicats professionnels, et sous couvert de l'État. C'est-à-dire que, bien entendu, si ça ne marche pas, l'État, via la chancellerie et le ministère du Logement, aura toujours tout le loisir de venir nous dire ça ne va pas, on modifie le mode de fonctionnement. Mais il faut, je pense, demander aux professionnels leur avis sur l'évolution de leur profession et de leur réglementation. L'écriture, par exemple, des référentiels pour la formation, ça me semble complètement indispensable. Je ne vois pas qui d'autre que les professionnels responsables peuvent l'écrire. Et puis, il y a le dernier point, il y a deux derniers points. Il y a celui de la clause pénale. Je crois qu'il faut qu'on rétablisse non seulement une clause pénale contre le locataire qui ne paye pas ses loyers, c'était dit dans la table ronde tout à l'heure par Daniel Goldberg et Michel Piron. Il y a aussi le montant de la clause pénale en transaction lorsque le mandataire a un mandat exclusif, pour éviter un sport national qui est de court-circuiter les professionnels qui ont travaillé, et que le montant de la clause pénale reste raisonnable et ne soit pas limité à la portion congrue. Et puis enfin, il y a surtout un article qui aura fait couler beaucoup d'encre, c'est les honoraires de location, où on souhaite que ces honoraires de location correspondent réellement au travail fourni et qu'on puisse facturer au client qui pousse la porte d'un commerce et qui vient demander un service, eh bien, la juste rémunération de ce service. Vous noterez que dans les propositions que j'ai faites, soit en constatant ce qui est bien, soit en faisant des propositions pour faire évoluer ce qui ne nous semble pas totalement abouti à aujourd'hui. Vous noterez premièrement que le ton de la FNIM n'est pas un ton guerrier, de combat. Le ton de la FNIM est un ton de construction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a bien compris et nous le souhaitons qu'il y ait des évolutions, mais nous souhaitons construire les choses pour qu'elles soient justes et équilibrées, tant pour les clients que pour les entreprises et les professionnels que je représente. Et la deuxième chose, c'est que vous aurez noté que je n'ai pas évoqué la problématique de l'encadrement des loyers et celle de la GUL. Celle de la GUL parce que, de toute façon, tout reste à construire. Hein. On sait maintenant qu'il n'y aura plus de taxes. On sait qu'elle n'est plus vraiment universelle, mais qu'elle est plutôt obligatoire. Et depuis ce matin, on sait qu'elle est plutôt plus obligatoire, mais plutôt automatique. Je vous laisserai disserter sur ces évolutions, de genre. Et puis sur l'encadrement des loyers, parce que sur l'encadrement des loyers, on a tout dit et que je ne veux pas être dans le dogme. Voilà, on a tout dit. On a dit qu'on trouvait que la mesure était archaïque et on ne va pas surenchérir. De toute façon, nous, notre proposition, c'est toujours la mise en place d'un bail type
type bail solidaire qu'on pourrait adapter suivant les régions et suivant les spécificités des villes où il y en a besoin. Voilà, en résumé, schématiquement, très rapidement, ce qui concerne nos entreprises, donc effectivement essentiellement le titre 1 et le titre 2 de cette loi Allure. Est-ce que mes amis veulent rajouter quelque chose d'essentiel que j'aurais oublié, ou Jackie? Brosser à peu près le tableau général de nos exigences. Tu as évoqué les clauses pénales. Les clauses pénales, c'est important à la fois en transaction et en location. Deux choses différentes. Le retour des clauses pénales en location, c'est évidemment fondamental. C'était, je vous rappelle, une proposition d'amendement qui avait été déposée par Daniel Goldberg, le rapporteur de la loi, et qui a été supprimée au Sénat. Donc on souhaite à nouveau devant l'Assemblée nationale que cette disposition revienne.